effectivement, je me retrouve en position un peu délicate grâce à l'amitié de Bernard Vallon, que je remercie d'avoir insisté, et aussi à celle de Didier, pour qu'un rescapé donc, de la journée de 2015 sur Henri Vallon, premier du nom, dise quelques mots en ignorant sur Henri Vallon II, à partir effectivement de quelques brèves d'archives. Et j'aurais pu intituler ça d'ailleurs « Réflexion sur un lapsus administratif et un acte manqué archivistique ». Vous allez comprendre très vite pourquoi, puisque je vais vous proposer un apéritif, en quelque sorte, d'archives avant le repas, en changeant un peu d'échelle par rapport à la table ronde qui était très riche et qui nous a emmenés jusqu'à Varsovie d'ailleurs, et j'imagine même encore plus loin. Donc en revenant justement sur finalement la carrière, non pas dans le détail, mais sur la manière dont elle s'imprime ou dont elle laisse des traces dans des dossiers qui sont eux-mêmes triés, puisqu'il n'y a pas que les familles qui trient les archives. Les premières personnes, vous le savez tous, qui trient sont les archivistes, ils détruisent beaucoup, pas forcément d'ailleurs les archivistes des archives nationales, mais les différents interlocuteurs ou différentes personnes en charge dans les différentes administrations. Donc effectivement, l'idée, le cahier des charges que m'avait donné Bernard Vallon et Isabelle Aristide, que je remercie également, c'est d'essayer de trouver un lien archivistique entre les deux personnes, Henri éponyme et homonyme surtout, Henri Vallon I et Henri Vallon II, qui se sont quand même connus pendant 25 ans, ce qui n'est pas tout à fait... voilà. Et à ma connaissance, mais Thérèse pourra l'infirmer sans doute, je ne crois pas que dans le fond des AP, il y ait de lettres échangées entre le grand-père et le petit-fils. C'est ce qui, évidemment, pour moi, ce qui serait forcément intéressant. Je précise d'ailleurs que l'idée de ce petit apéritif, qui aurait pu aussi être un digestif en début d'après-midi, provient d'une phrase prononcée en janvier 2015 lors de la précédente journée d'études et qui fait écho à l'intervention très riche de Brigitte Mazon. En effet, par le biais de son camarade, qui est aussi un frère, on l'a compris, spirituel, et après tout, d'ailleurs, pour rester dans le registre de l'anecdote qui sera beaucoup le mien pendant ces quelques minutes que nous passerons ensemble, mentionnons le fait que leurs deux pères avaient le même nom. Le même prénom, pardon, hein, Paul. Donc ça fait partie des petites anecdotes qu'on peut relever. Donc ces deux frères, par l'intermédiaire de cette fraternité, Lucien Fèvre, qui avait sans doute très tôt un lien, et c'est comme ça que je me suis intéressé à Henri Vallon II, via aussi les travaux avec Brigitte Mazon, avait un lien fort avec Michelet, a été en contact direct pendant des années avec un élève direct de Michelet, puisque Henri Vallon Ier, et je le rappelle toujours avec force, est entré à l'école normale supérieure en 1831, au moment où Michelet en était le professeur d'histoire et de philosophie, y compris avec un intérêt fort pour la psychologie germanique, enfin je veux dire en tout cas de ce qui à l'époque n'est pas encore évidemment, qui est très très loin de ce que va devenir la psychologie à la fin du 19e siècle, bref. Et non seulement il a bien connu Michelet, mais surtout il lui a succédé en 1838 comme professeur d'histoire, Henri Vallon I, à l'ENS. Donc effectivement, il y a comme une sorte de rêve de documentation, c'est pour ça que je parlais de lapsus, ou en tout cas de lacune documentaire, puisqu'on aimerait pouvoir documenter ce lien fort qui fait que, comme vous savez la fameuse phrase de Borges, un homme est vraiment mort comme quand le dernier homme mort qui l'a connu là décède. Donc en effet, Lucien Fèvre a-t-il rencontré Henri Vallon, grand-père par Henri Vallon, frère spirituel, etc., etc. Donc ça, c'était juste pour vous dire pourquoi je prends la parole aujourd'hui, puisqu'effectivement, grâce à l'amitié de Brigitte également, nous avons travaillé ensemble sur les rapports entre Fèvre, Michelet, et donc, indirectement, ce fantôme d'Henri Vallon Ier, puisque il a été très proche et assez proche de Michelet, mais ce n'est pas le sujet. Et par ailleurs, je crois me souvenir, mais Brigitte, tu confirmeras, qu'il y avait dans la bibliothèque de Lucien Fèvre un ouvrage de Henri Vallon grand-père dédicacé à Lucien Fèvre, mais je n'ai pas retrouvé de photos. Donc voilà. Autre parenthèse, ce qui prouve que cette parenté spirituelle autour de Michelet, dans la figure du fantôme de Michelet, est à peu près pour l'instant aussi mal documentée que celle donc qui relie Henri Vallon
enfin les deux Henri Vallon, si j'ose dire, puisque, évidemment, j'aimerais beaucoup savoir quel était le rapport entre le père et le grand-père, non seulement parce qu'ils portaient exactement les mêmes patronymes et homonymes et prénoms, mais surtout parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés dans une situation de miroir, sans mauvais jeu de mots bien entendu, à un stade où effectivement ils étaient tous les deux en position d'être normaliens et de faire dynastie normalienne, ce qui à l'époque, il faut noter, n'est pas encore si courant. Ce sera surtout au cours du XXe siècle que les dynasties normaliennes vont se mettre en place, puisqu'à ce moment-là, l'école normale supérieure est encore assez, on va dire, ouverte sur une sorte de vaste méritocratie. Donc il y a quand même ce point de détail qui lie les deux et qu'on pourrait retrouver justement dans les dossiers personnels qui unissent dans le fond de l'école normale supérieure ces deux hommes, pas du tout dans les mêmes cartons, mais à peu d'intervalle, et dossiers qui justement sont particulièrement nettoyés, certainement par l'école elle-même bien non, puisque ne sont conservés que les documents faisant foi, c'est-à-dire les fameux engagements décennaux, et qui, vous voyez, sont d'ailleurs tout à fait parallèles. Ici, vous avez la lettre en 1831 du grand-père, ou plutôt l'attestation, n'est-ce pas, du proviseur du Collège royal de Douai, qui affirme que, je ne rentre pas dans les détails, que Henri Vallon peut rentrer à l'école normale supérieure, de la même façon qu'on a aussi celui du principal du Collège de Valenciennes, et on retrouve en écho, donc 67 ans plus tard, les mêmes documents, sans à peu près aucun intérêt, à vrai dire, sinon le symbole et le moment de cette, je les ai alternés volontairement, de cette attestation paternelle, puisqu'on voit aussi les parents. Vous voyez, ça c'est une lettre d'Alexandre Vallon, le père d'Henri, l'arrière-grand-père, qui atteste que son fils est bien apte pour l'école normale supérieure. Et on va retrouver une lettre de Paul, l'architecte, équivalente. Donc finalement, là pour le coup, la grande déception. C'était le premier lieu vers lequel je me suis tourné, c'est-à-dire allons voir dans les dossiers de l'ENS si ce lien de filiation ou de grande filiation est documenté. Évidemment, absolument pas. Il n'y a pas lieu de s'en étonner puisque ces dossiers sont réduits aux pièces à valeur justificative et à valeur probatoire, c'est-à-dire les engagements décennaux. Seul dans le dossier d'Henri Vallon, d'ailleurs, on a un bel extrait d'acte de naissance qui complétera certainement la collection de la famille à propos de Henri Vallon. Et hormis une collection d'autographes, on ne pourra pas en faire grand-chose de ces dossiers, sinon trouver le même dossier pour Lucien Febvre, entre parenthèses, où à la même date, à 2 jours près, le même proviseur du même lycée Louis-le-Grand signe la même attestation pour les deux personnes. Et on sait, on l'a vu par Brigitte, que leur destin, à partir de là, va être irrémédiablement lié pendant quelques années. Donc ça, c'est finalement assez décevant. C'est-à-dire que pour documenter ce lien entre le père et le grand-père, eh bien, l'endroit où leur alma mater commune est muette, totalement muette. C'est pas étonnant, il n'y a pas lieu de s'en étonner, mais voilà, je le souligne et j'essaie de l'indiquer. En revanche, évidemment, la surprise peut-être un peu plus peut-être plus attendue ou inattendue dans le dossier de carrière ou dans les dossiers de carrière. Je ne rentre pas dans le détail, Emmanuel Giry vous l'a évoqué, compte tenu de la carrière un peu hors norme de Henri Vallon, c'est-à-dire d'abord professeur dans le secondaire une seule année, fondation tiers. Ensuite, il a un statut auprès de la faculté de médecine, professeur Najotte, qui est quand même assez compliqué. Et il ne sera titularisé qu'en 1927, à l'âge quand même de 48 ans, à l'EPHE. Et puis ensuite, il tentera d'être à la Sorbonne au début des années 30. Et puis, bon, pour finir, cette chaire sur laquelle je vais revenir, chaire financée par la ville de Paris, et c'est très important, au Collège de France en 1937, comme d'ailleurs Gabriel Monod avant lui, mais sous un régime temporaire. Donc, en fait, il y a au moins 3 dossiers dans la sous-série F17, plus un dossier dans le rectorat de Paris, et vraisemblablement, on pourrait en trouver encore, vous l'avez évoqué, des dossiers locaux dans d'autres institutions pour reconstituer cette carrière. Mais malgré lui, le petit-fils est condamné à être une effigie du grand-père. Apparemment, certainement au sein de l'ENS, mais là, il faudrait trouver comment la mémoire d'Henri Vallon, qui est encore vivant et qui est, on l'a vu il y a 1 an et demi dans notre journée d'études,
jusqu'en 1804, il est non seulement l'auteur de l'amendement, mais il est surtout le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions en belles-lettres jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, il restera évidemment une aura politique, d'autant qu'il a été ministre de l'instruction publique. Donc, les administrateurs de l'instruction publique qui, finalement, gèrent ces dossiers se souviennent très bien que 20 ans auparavant, le petit-fils, le grand-père, a été ministre de l'instruction publique. Alors, quand on regarde ce dossier F17, donc 23 549, qui est le plus ancien, on peut justement trouver ce qui est vraiment le but de cet apéritif, c'est-à-dire un lapsus administratif qui fait que, contrairement à ce que nous avons dit il y a un instant, Henri Vallon II a été officiellement professeur d'histoire. Et ça, je vais vous en faire la preuve. On a dit qu'il n'était pas historien, certes, mais il a été professeur d'histoire grâce à l'inconscient collectif de l'administration et de la généalogie étatique. Ici, vous avez eh bien, la preuve de l'obtention de son agrégation le 14 août 1902. C'est Jules Lachelier qui, en fait, qui écrit ici. D'ailleurs, entre parenthèses, le commentaire n'est pas très... Bon, il a été 3e ex aequo à l'agrégation de philosophie. Composition et leçons, vous voyez ses notes, 15-14, 13,5, 15-14, correct. Explication, 15,5, 6, 6,5, un peu moins bien. Bon candidat, esprit facile, c'est toujours Jules Lachelier qui parle, qui est président du jury de l'agrégation de philosophie cette année-là, et vigoureux. Beaucoup d'idées et de connaissances, sans rien peut-être de bien réfléchi, ni de bien personnel. Ce qui... Bon, il est 3e ex aequo sur 6, donc reçu. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, la proportion est... voilà, en fait, il est au milieu des reçus. Même si, effectivement, vous voyez, le candidat veut obtenir une bourse de voyage. Ça, c'est intéressant, parce que... oui. Il est 1er ou 3e ? 3e ex aequo. Il était 2e ex aequo d'admissibilité, mais vous voyez, rang d'admission, 3e ex aequo. Sur nombre d'admis, 6, ici. Voilà, et vous voyez, 61 candidats. 61 candidats. Alors, on est au ras de l'administration, on est au ras de la, si j'ose dire, justement, de cette République des professeurs qui, justement, s'institue dans une filiation, là, à la 3e génération. Donc, vous voyez, élève de l'école normale supérieure, et donc, veut exprimer à leur candidat, obtenir une bourse de voyage, et Jules Lachelier, donc, dit quand même très appuyé. OK. Alors, on a toute l'intrigue étonnante que Brigitte a évoquée tout à l'heure, c'est que c'est cette double nomination à Bar-le-Duc de Lucien et Henri. Et en fait, elle s'éclaire peut-être un petit peu, puisque vous voyez qu'on était le 14 août, dès le 24 août, Henri Vallon écrit au directeur de l'enseignement secondaire, sous-entendu, « Nouvel agrégé de philosophie, j'avais été sur les indications de mon grand-père, Monsieur Vallon. » Donc, immédiatement, son point de contact, quand même, c'est de rappeler qu'il a une certaine présence. Voilà. Sénateur, me présenter à vous mercredi dernier, 20 août. Donc, non seulement une présence, mais une présence physique, puisqu'il peut avoir accès. Vous voyez d'ailleurs que la lettre, on est dans les vacances 1902, et il est envoyé des petites dalles. Je tenais à me mettre à votre disposition pour le cas où se produiraient les vacances qui vous permettraient de me donner un poste particulièrement intéressé. Alors ça, j'avoue, comme petite, vraiment, mais micro-trace archivistique, c'est intéressant. Intéressé par des études de psychologie. Donc, je préférerais plutôt qu'un trop grand isolement, obtenir une place moins importante, mais plus à proximité d'une ville où je pourrais aller chercher, le cas échéant, dans ma bibliothèque ou des laboratoires, dans une bibliothèque ou des laboratoires, les secours qui me deviendraient nécessaires. Donc, est-ce qu'il y a derrière, puisque très vite on va voir que quand même il va s'arranger pour être à Bar-le-Duc, est-ce qu'il y a derrière l'idée justement de prolonger cette fraternité intellectuelle avec Lucien Febvre au-delà de l'école, puisqu'ils sont obligés de quitter l'école normale et leur co-vivance en quelque sorte, en tout cas, voilà la lettre. Bon, ça ne tarde pas, puisque vous voyez le 24 septembre, effectivement, un autre administrateur écrit au ministre, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, monsieur le ministre, explique qu'il y a une place à Bar-le-Duc, et il dit « Le postulant est petit-fils de monsieur Vallon, sénateur, ancien ministre de l'Instruction publique ». Ce
qui est une façon quand même de rappeler la logique même de la carrière, hein, qui longtemps reste. Et, voilà. Bon. Et d'ailleurs, ça ne traîne pas, puisqu'en effet, le 2 octobre, hein, vous voyez là, on était le 24 septembre, hein, donc là, c'est une semaine plus tard, arrêté de nomination. Je le grossis pour que vous voyez pourquoi je parlais de lapsus administratif. Monsieur Vallon, agrégé de philosophie, élève sortant de l'école normale supérieure, est chargé à titre provisoire d'une qualité de suppléant des fonctions de professeur d'histoire. 6e classe au lycée de Bar-le-Duc pendant la durée du congé d'inactivité accordé à monsieur Landorny, appelé à d'autres fonctions. Donc effectivement, Henri Vallon a été nommé professeur d'histoire. Alors, est-ce qu'on est passé, si j'ose dire, de la recommandation du grand-père à une... où le synonyme est allé un peu trop loin, hein, c'est-à-dire à penser que le dossier étant traité un peu rapidement, le petit-fils ne pouvait être qu'historien comme le grand-père. Toujours est-il que Henri proteste. Là, d'abord, il remercie d'abord, hein, vous voyez, il remercie le directeur, mais il proteste très vite le 16 octobre, ayant relevé à la fois au dernier numéro du bulletin de l'enseignement et sur mon avis de nomination une erreur, je crains qu'elle ne se glisse également dans quelques pièces officielles. Donc voilà quelqu'un qui a la conscience, sinon de l'ordre des archives et de leur destruction, du moins de leur subsistance, n'est-ce pas? Quelques pièces officielles, et ne soit plus tard l'origine de confusion et d'incertitude. C'est pourquoi je me permets de vous le signaler. Cette erreur est double. D'abord, je suis désigné comme étant chargé de fonction de professeur d'histoire au lycée de Bar-le-Duc, alors que, évidemment, je suis chargé de la suppléance de philosophie. Laissé, donc, pardon, excusez-moi, j'essaie de vous grossir le plus possible, laissé libre par le congé accordé de M. Landorny. En second lieu, la liste d'agrégation de philosophie publiée dans le même numéro m'attribue le rang de 4e, alors que j'ai été classé 3e ex-aequo avec M. Guillaume. Alors d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le même Guillaume que celui qui sera son concurrent au Collège de France en 1936. J'avoue que je n'ai pas vérifié, mais tout d'un coup, ça me vient. Paul Guillaume, donc. Veuillez m'excuser, monsieur le directeur, la liberté que je... etc., etc. Professeur suppléant. OK. Évidemment, c'est rectifié, mais vous voyez que pendant 3 semaines, donc, Henri Vallon de Vallon à Vallon a été professeur d'histoire officiellement. Alors, évidemment, cette carrière dans l'éducation secondaire, dans l'enseignement secondaire, sera très brève, puisqu'on l'a dit, dès le mois de juillet 1903, la fraternité intellectuelle entre Lucien Febvre et Henri Vallon va trouver un autre lieu d'expression, donc sur la ligne 12 du métro, donc à la Fondation Thiers, qui à l'époque n'était certainement pas la ligne 12. Mais toutefois, et je vous le signale, bien entendu, ce caractère un peu, comment dire, qui doit souvent d'ailleurs correspondre à une certaine irritation aussi d'une part de l'administration de l'enseignement face à ce qu'on n'appelle pas encore des héritiers. Et là, il va de soi qu'il est vu comme un héritier. Les appréciations, puisqu'on les a conservées aussi dans son dossier concernant Henri Vallon, ne sont pas extraordinaires. On en a pour cette année d'enseignement. Le proviseur est, je dirais, donc, qui préside aux destinées aussi de Lucien, par définition, est très sympathique. Esprit distingué, caractère sérieux. Monsieur Vallon, après les tâtonnements qui sont inévitables au lendemain de fortes études de l'agrégation, a essayé résolument de se mettre à la portée de ses élèves de philosophie, tâche d'autant plus ardue que le niveau de cette classe est assez peu élevé cette année. Son cours, bien ordonné, a naturellement besoin de devenir plus simple et plus clair. C'est affaire d'expérience à acquérir et tout porte à croire qu'elle sera bientôt acquise. Je vous ai promis un apéritif. Hein. On est bien d'accord que nous ne sommes pas en train de discuter, évidemment, de la problématique intellectuelle de ces annotations qui sont toutes banales par ailleurs. Et on en a des milliers partout dans tous les dossiers de tous les professeurs. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à Henri Vallon. En revanche, l'inspecteur d'académie est vraiment moins sympathique quelques mois plus tard, un mois plus tard. Monsieur Vallon prépare ses cours de philosophie avec soin et il a doublement raison. D'abord parce que cette préparation est indispensable à tout professeur, oui, d'accord. Ensuite parce qu'il a besoin, plus que tout autre, d'ordonner rigoureusement, voilà peut-être la clé, chère Thérèse, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, rigoureusement chacune de ces leçons. Donc Henri Vallon a une forme de désorganisation, et d'y mettre le plus de clarté et de précision possible. Je ne sais si M. Vallon se rend bien compte des procédés qui conviennent à l'enseignement secondaire, où il ne suffit pas de semer des idées pour qu'elles germent et prennent racine. Ce défaut d'expérience est encore plus sensible dans les classes de morale, que M. Vallon
fait à des enfants jeunes. Le hasard objectif, hein, assez drôle, comme on l'a, c'est ce qui est mis en avant, la morale sur les enfants jeunes, à des enfants jeunes encore, et auxquels il ne paraît pas donner toute l'attention qu'elle mérite. Son enseignement est insuffisant parce qu'il ne s'inspire d'aucune méthode pédagogique. Ce qui, évidemment, là aussi, par rapport à la suite, est assez intéressant. Mais une fois de plus, on est dans l'anecdote, hein, je vous ai promis, du pur, on reste dans l'anecdote pure. Et elle est bientôt terminée, oui. Oui, bien sûr, ma chère Isabelle. Bon, bref, pour finir, c'est Charles Adam, qui à ce moment-là est recteur de Nancy. Charles Adam qui sera un philosophe de l'Académie des sciences morales et politiques, et je viens de vérifier hier, qui quand même, vous voyez, savoir étendu et solide leçon, fort intéressante, et qui lui donne, si j'ose dire, son avancement pour l'année. Charles Adam, à l'Académie des sciences morales, assistera à l'élection au Collège de France d'Henri Vallon en 1937, puisqu'il n'est mort qu'en 1940, ce qui fait partie des petits souterrains que les dossiers d'archives peuvent permettre d'emprunter, petits souterrains de la conscience. Bref, vous voyez que dès 1903, et je passe, Henri Vallon s'éloigne, mais chaque année dans ce dossier, jusqu'en 1917, il demandera le maintien de sa pension, d'un traitement d'inactivité de 100 francs pour ses droits à la retraite. Donc il veille à ce que son lien avec le secondaire, jusqu'en 1917, jusqu'en 1919, jusqu'à ce qu'il soit démobilisé. Et là, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on voit, ce n'est pas un CV, mais il explique pourquoi en 1908, il reste en congé depuis 1903. Mes études de médecine étant terminées, j'ai entrepris dans les établissements hospitaliers et scolaires de l'assistance publique des recherches sur la psychologie infantile et sur les enfants anormaux. Et si je puis les poursuivre, elles donneront lieu, entre autres travaux ultérieurs, à une thèse que je compte soumettre à la faculté pour le doctorat. Et cette thèse thèse d'avant 14, thèse préparée d'avant 14, dont on vient d'entendre parler. Ce qui est assez intéressant, puisqu'à l'époque, ça peut justifier de faire une thèse auprès de l'enseignement secondaire. L'éducation nationale est encore bonne mère. Et voilà. Alors, pour terminer, mais vous voyez que finalement, ce petit apéritif débouche sur un plus grand appétit, puisqu'au fond, les autres dossiers d'Henri Vallon sont en fait très intéressants. Parce qu'on y voit s'y mêler ce que Emmanuel Jarry a évoqué, c'est-à-dire quand même un personnage qui est fondamentalement suspecté du fait de son affiliation politique, même si, jusqu'à la suspension, bien entendu, l'horrible suspension de mars 1941, sur lequel nous avons un document très précieux dans son dossier, à mon avis, et surtout la porosité entre les services des RG de l'intérieur et celle de l'éducation nationale, puisqu'on retrouve des rapports de RG dans le dossier de l'éducation nationale, ce qui prouve à quel point il n'est pas besoin de traverser l'Europe et d'aller au bord de l'Oural pour avoir, n'est-ce pas, la preuve que les services de l'État de surveillance fonctionnaient selon des critères de totalitarisme tout à fait, puisqu'il n'y a aucune garantie. Vous allez voir dans un instant ce que je veux dire par là. En effet, je ne rentre pas dans les détails, mais à partir du moment où Vallon est à l'EPHE, il est surveillé et surtout, pour le coup, là, la mémoire du grand-père semble plus du tout jouer. Ou alors vraiment, et a fortiori, elle va jouer encore moins certainement sous Vichy, puisque Vichy se construisant contre, évidemment, l'ignoble Troisième République, je pense que là, Vallon n'a plus besoin, seul face à sa filiation. Alors, il y a des documents qui intéresseront beaucoup, à mon avis, les spécialistes de l'histoire de la psychologie et de l'œuvre d'Henri Vallon, puisqu'il y a non pas ses rapports de thèse dans son dossier, mais les rapports de l'inspection d'Académie Roustan, de l'inspecteur d'Académie Roustan, sur sa thèse, avec le célèbre rapport de Dumas. Enfin bon, là, il y a des choses très connues, évidemment, sur la thèse mais c'est quand même des documents qualitatifs, puisqu'en fait, l'inspecteur d'Académie, et d'ailleurs, il faudrait savoir si c'est un rapport fréquent, puisqu'en fait, le ministre demande un rapport sur le rapport, en fait, un rapport sur le rapport de thèse à l'inspecteur d'Académie. Entre autres, pourquoi ? Parce que Vallon est une personne qui a un dossier fantôme à l'éducation depuis 1903. Donc, finalement, il est nulle part et partout. En même temps, je pense que c'est ça la raison. Quand... alors ça va dans tous les sens. Quand en 1934, donc, il propose de passer passer donc selon d'une chaire à l'autre, ou non, d'une chaire vacante à une chaire définitive,
Donc là, la suspicion hein, va très loin, puisque le ministre de l'Intérieur transmet un dossier au ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez ici, on est le 1er février 1934, on est 5 jours avant le 6 février, au passage. Bon. Vous sentez un peu l'odeur de soufre qu'il peut y avoir du côté de la rue de Grenelle. Et donc, on a ce rapport, qui est un rapport donc, dont on retrouverait certainement une copie dans les archives, sur soirée éducative et artistique organisée par le Bureau national, un rapport d'espionnage, hein, enfin de surveillance classique, et le passage sur Vallon, le voici, vous voyez, donc on est en 1934, au moment où il tente effectivement ce switch administratif qui lui permet d'avoir une titularisation définitive à la Sorbonne. Henri Vallon, professeur à la Sorbonne, parle du problème de l'enseignement, il critique les méthodes pédagogiques en usage en France, et fait remarquer notamment que l'école unique et les récentes lois votées à ce sujet ont complètement marqué leur but. Il traite ensuite de l'éducation telle qu'elle est consignée actuellement en URSS, et fait part de son admiration pour cette nouvelle méthode. Il souligne le caractère polytechnique et humain de la nouvelle éducation, et termine en invitant les membres du corps enseignant à se documenter et à s'inspirer d'elle, etc., etc. Enfin, il annonce qu'une quête sera faite dans la salle au profit des réfugiés allemands. Sous-entendu des enfants réfugiés allemands dont il s'est occupé dès 1933. Donc voilà. Donc là, c'est un rapport, on voit bien la dénonciation hein, des RG. Vous le savez sans doute, dans le dossier, il y a toute l'affaire jusqu'en 1935, en fait, qu'il ne sera pas... voilà, il ne pourra pas faire ce changement, en fait. Et il y a l'affaire, ensuite, du Collège de France. Et là, ça fait écho à ce que me disait M. Boissu, parce qu'on voit le rôle fondamental de la ville de Paris, c'est-à-dire du député Cognot, dont on trouve la lettre appuyée en 1937, qui se plaint que voilà, en effet, j'ai l'honneur d'appeler votre attention 24 janvier 1937 sur la convenance qu'il y aurait à signer dans un délai assez bref la nomination de M. Vallon au Collège de France, du fait que la chaire est vacante depuis 1 an et demi, que le conseil municipal affirme opérer depuis juin, donc ça fait 6 mois, les versements correspondants, et ça, au Collège de France, on a l'habitude de ces petites affaires de trésorerie, que la nomination à la chaire placée dans des conditions analogues a été rendue effective, pourrait à la longue provoquer quelques étonnements. Donc, là, on voit bien que la suspicion de l'État est compensée par un soutien politique indirect qui passe par l'entremise de ce député, qui est en fait assez jeune à l'époque, hein, il est né en 1901, donc il a 36 ans, mais c'est un député qui, on le sait, est déjà le bras droit de Maurice Thorez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et qui joue là un rôle manifeste, parce que pour le coup, le ministre va répondre, vous voyez, le 13 février 1937, mon cher député, on n'a pas le temps de regarder, mais il justifie de ce retard avec beaucoup... Enfin, ça fait 2 pages, hein, vous voyez. Donc, je vous renvoie à ce dossier si vous voulez en savoir plus. Donc, pour finir, on a aussi également le nombre de votes à cette séance où l'Académie des sciences morales valide le vote du Collège de France. Mais surtout, et j'en terminerai par ces deux-là, on a dans ce dossier, là aussi, toute porosité entre surveillance, État et... on a dans ce dossier eh bien, le télégramme de Vichy suspendant Henri Vallon, vous le voyez, c'est l'original voilà, reçu, le 13 mars 1941. Là, peut-être que ça a pu être conservé dans le... Là, il faudrait faire une vraie comparaison avec le dossier Faral, puisque c'est Faral l'administration à ce moment-là. Malheureusement, les archives de Faral, on le sait, ont été un petit peu compliquées au Collège de France. Un jour, on pourra en reparler. Bref, bon, il faut dire que c'était l'administrateur du collège pendant la guerre, donc ceci peut expliquer cela. Donc là, c'est en fait, effectivement, vous voyez le télégramme qui tombe comme un coup près, hein, qui suspend directement depuis Vichy le professeur Henri Vallon. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, on se rend compte que Faral a tenté tout de même que ça ne bascule pas en renvoi, puisqu'on a le rapport que Faral a fait au ministre en 1941, qu'il faudrait, vous le voici, qu'il faudrait prendre le temps de lire, mais on passerait d'un apéritif à voilà, une indigestion. Mais simplement, vous voyez, 28 mars 1941, j'ai cru bon de convoquer M. Vallon et de l'interroger lui-même. Bon, allez, 30 secondes. Je lui ai d'abord demandé s'il savait à quelle cause attribuer la défiance allemande à son égard. Boum.
Il m'a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'il avait eu la preuve de disposition peu favorable à son endroit qu'en 1934, l'ambassade allemande, vous voyez, ça fait écho au précédent rapport, lui avait refusé le visa de transit à travers l'Allemagne pour se rendre à Prague, en tant que délégué du gouvernement français au congrès de psychotechnique. Et la raison du refus était sans doute qu'il avait été président, pendant 18 mois, d'un comité d'accueil pour les enfants allemands. Ça, là, on croise. J'ai ensuite demandé à M. Vallon et l'œuvre de secours, si l'œuvre de secours aux enfants allemands avait un caractère politique. Il m'a répondu que dans son esprit, cette œuvre n'avait pas plus de caractère politique que celle de l'Office international de l'enfance, qui plus tard s'est intéressé aux enfants espagnols et auxquels il a prêté son concours. Il m'a fait remarquer que l'acte politique était le fait de ceux qui avaient mis des enfants dans la misère, et que lui, médecin spécialisé dans les problèmes de l'enfance, qui sont l'objet de tous ses travaux, n'a considéré que le côté humanitaire des choses. J'ai enfin demandé à M. Vallon de me dire s'il avait des attaches avec le Parti communiste. Ah, ça c'est une bonne question en mars 41. D'ailleurs, mars 41, avant ou après. Il m'a déclaré sur l'honneur qu'il n'avait jamais appartenu à ce parti, ce qui, nous le savons, est vrai, puisque soit parce qu'il était le petit-fils d'Henri Vallon, soit parce qu'il savait que c'était un peu compliqué pour une carrière elle-même déjà compliquée sur le plan administratif, ce n'était pas forcément recommandé d'être encarté dans les années 30. Il a ajouté qu'il avait bien assisté à telle ou telle réunion pour des buts spéciaux, ce qui prouve qu'il avait bien senti qu'il était sous surveillance, où figuraient des communistes, mais que son activité, inspirée d'intentions uniquement culturelles, n'avait jamais visé qu'à des fins philanthropiques, à savoir les soins dus à l'enfance. Il a encore ajouté qu'il avait des amis communistes et que depuis la guerre, il n'en avait pas fermé sa porte, mais qu'il ne les a jamais fréquentés en tant que communiste ou affilié à des centres communistes. Il ne m'avait pas caché d'ailleurs que ses opinions le portaient à gauche, et même très à gauche. Mais il m'a aussi assuré que sa préoccupation essentielle était celle de sa profession, que la notion de parti ne jouait pas pour lui quand il s'agissait des enfants. Jolie phrase. Que, par exemple, il était en rapport ordinaire avec des catholiques. Il faut dire que son grand-père en était un maximum. Et qu'il s'était employé notamment au service social de l'enfance, dont la présidente d'honneur est Madame de Longchamp, voyez-vous ça, et le président effectif, Monsieur Raymond Laurent. Il me paraît résulter de votre lettre que ma réponse doit également porter sur la décision que vous pourriez être amené à prendre à l'égard de M. Vallon. Donc là, c'est la confirmation de la suspension que Vichy a demandé 2 jours plus tôt. Si j'interprète correctement votre intention, suspension demandée, bon, on l'a compris, sous la pression allemande. Si j'interprète correctement votre intention comme une demande d'avis, je vous exprimer le sentiment qu'il me paraît difficile, en l'état actuel de l'information, de prendre une mesure dépassant, en ce qui concerne M. Vallon, la suspension de cours. Donc Faral, quand même... Et là, on a d'autres preuves pour d'autres, dans les archives du collège, sur aussi la manière dont il a appliqué le statut des Juifs en délayant au maximum, etc. etc. Monsieur Vallon n'enseigne plus au collège, et j'ai refusé tout récemment au directeur du Conservatoire des Arts et Métiers de le désigner comme membre du comité directeur de l'Institut d'orientation professionnelle de cet établissement. Mais une décision qui aurait le caractère d'une sanction risquerait de passer pour arbitraire et viendrait à un mauvais moment. La suspension de cours, imposée par la demande des autorités allemandes, est un acte légitime. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, au même moment ou quelques mois plus tard, Lucien Febvre aura peur d'être lui aussi suspendu. Un relèvement de fonction ne pourra pas, semble-t-il, jusqu'à présent, se justifier par une attitude illégale du professeur en question. Donc, un jeu à double tranchant, mais qui, au total, fait perdre à Henri Vallon sa recherche pendant 4 ans, qu'il retrouvera en 1944, au moment même où il devient pour quelques jours secrétaire général de l'Éducation nationale, pendant l'été, en août 1944. Et pour finir, le fait que le dossier se termine de manière assez complète par une belle lettre, toujours du directeur de l'enseignement supérieur, qui met à la retraite Vallon en 1949, et ce sera la fin donc de mon apéritif. Mais le texte est assez beau. Vous voyez, il est né le 15 juin 1979. Le 15 juin 1949, il a 70 ans pile. Donc, application, évidemment, les 4 ans. Alors là, on oublie les 4 ans de suspension. Il faut dire que le Parti communiste n'est plus au pouvoir en 1949. Indirectement, la 3e voie est passée. La réglementation actuelle des limites d'âge dans l'université, au moment de me priver de votre précieuse collaboration, je tiens à vous exprimer le sentiment de vif regret avec lequel j'ai dû prendre cette décision. Je ne veux pas laisser passer cette occasion sans vous adresser mes remerciements les plus émus pour le dévouement avec lequel vous vous êtes acquitté d'une mission dont vous n'avez cessé de comprendre la grandeur, et sans vous assurer que l'université ne saurait oublier le zèle et la ferveur avec lesquels vous l'avez servi. Au cours d'une carrière particulièrement longue, et ce sera ma conclusion si vous le permettez, vous avez rendu les plus éminents services au haut enseignement et à la science française. Vos travaux universellement connus et l'œuvre que vous avez réalisée constituent un monument qui fait honneur à notre pays. Merci. Merci beaucoup.